Demain, la santé. Les 27 et 26 septembre derniers ont eu lieu les assises de la santé mentale et de la psychiatrie, afin de, je cite, réunir l'ensemble des acteurs concernés dans un contexte épidémique ayant fragilisé non seulement les corps, mais aussi les esprits. Et effectivement, on peut dire que cette période a contribué à mettre les questions de santé mentale en avant. On en a rarement autant parlé. Mais qu'en est-il de la psychiatrie ? Bonjour et bienvenue dans Demain la santé. Aujourd'hui, nous explorons ce champ de la psychiatrie en compagnie d'Emmanuel Vennet. Emmanuel Vennet, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, praticien hospitalier à l'hôpital Saint-Cyr en Mont-d'Or et écrivain, auteur entre autres du Manifeste pour une psychiatrie artisanale. Rapidement, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que la pratique psychiatrique hospitalière ? Dans le service public français de psychiatrie est organisé d'une manière très singulière, qui remonte à peu près à la Deuxième Guerre mondiale, en fait, aux suites de la Deuxième Guerre mondiale. C'est des psychiatres progressistes et résistants, pour beaucoup militants ou sympathisants communistes, qui ont milité pour la création d'un système qui soit déstigmatisant, accessible à tous, égalitaire, et surtout qui rompe avec la logique de l'asile, puisque l'asile psychiatrique, qui avait été une avancée progressiste au début du 19e siècle, avait montré toutes les faiblesses de son fonctionnement concret et avait montré un certain nombre de dangers, en particulier une autarcie qui, pendant la guerre, avait favorisé une famine hospitalière, enfin une pénurie absolument terrible qui a entraîné entre 40 et 43 essentiellement, environ 45 voire 50 000 morts de surmortalité par la famine. Alors les psychiatres de cette époque, qui pour la plupart étaient des gens qui avaient une conscience politique forte et une volonté réelle d'aider les malades mentaux et de les sortir de cette espèce d'ostracisme dans lequel la société les rejetait à l'asile, ont milité pour la création de structures extra-hospitalières et pour un rééquilibrage. Et ce secteur donc a été créé officiellement en 1960 par une circulaire. Et concrètement, c'est plutôt dans les années 70 que ça a commencé à se mettre en place. Alors le système est très simple. C'est un maillage du territoire avec des secteurs de 70 000 habitants en moyenne. Et pour chaque secteur, il doit y avoir des lits d'hospitalisation dans un hôpital habilité à recevoir les gens sous contrainte, mais également un centre médico-psychologique qui est un lieu donc extérieur à l'hôpital de consultation où on peut faire du soin ambulatoire et du soin de prévention. Dans l'idée des concepteurs. Et puis au fil du temps, ça s'est enrichi d'un certain nombre d'autres structures, des hôpitaux de jour, des centres de crise, des centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, etc. Enfin, il y a toute une multitude de sigles et de structures qui donnent une palette plus large. Alors, ce secteur a commencé vraiment à se mettre en place en 70. Jusque dans les années 90, ça restait un peu conflictuel. Il y avait des logiques hospitalo-centriques qui s'opposaient aux logiques plus ambulatoires. Mais à partir des années 90, c'est un système qui a trouvé son équilibre et qui, je trouve, marchait plutôt bien, était perfectible. Enfin, il avait ses défauts, il avait ses limites, mais c'était quand même un système qui avait l'avantage de ne laisser personne sur la touche. C'est-à-dire que tous les patients qui avaient besoin de soins psychiatriques étaient sûrs de pouvoir trouver soit un lit d'hôpital, soit une structure de consultation, et qui était accessible, gratuit, enfin très dans l'idée, en fait, c'était une idée de gauche, pour le dire de manière un peu rapide, qui reposait aussi sur le principe que le soin n'est pas à vendre, que l'accès à la santé, ça répond à une logique de service public et que ça doit être offert à tous de la même manière que l'école de la Troisième République était gratuite et obligatoire. Alors là, le soin, il est gratuit et égalitaire, on va dire. Et je peux pas m'empêcher de remarquer que vous utilisez le passé. Oui, alors... Donc, ce serait plus le cas ?
Moins le cas? Oh non, c'est beaucoup moins le cas. Le secteur est l'objet d'attaques extrêmement vives de la part de tous les différents gouvernements qui se sont succédés depuis une vingtaine d'années, depuis une quinzaine d'années. Oui, c'est ça. En particulier, c'est vrai qu'à partir de 2002, à partir du mandat de Sarkozy, on a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui était extrêmement négatif pour le secteur. Et peu à peu, il a été concurrencé par une idéologie plutôt de droite, selon laquelle le soin est une prestation marchande et qu'on peut tout à fait donc l'inclure dans des logiques lucratives, ce qui fait que le privé s'est développé au détriment du public, alors même que depuis 20 ans, on est dans une société qui est extrêmement génératrice de stress, de souffrance psychique, de douleurs, de douleurs morales diverses et variées. C'est peut-être un petit peu plus ancien, je pense au chômage. Bon, le chômage, évidemment, a commencé à augmenter avant le début de ce siècle. Mmh. Mais véritablement, notre société, elle engendre beaucoup de souffrances psychiques, ce qui se traduit par une inflation énorme de la demande de soins. Le service public de psychiatrie soignait à peu près 1 million de personnes dans les années 2000, et actuellement, il y a plus de 2 millions de gens qui sont dans le circuit. Alors, en même temps, ce qu'on observe sur le terrain, c'est une diminution progressive et inexorable des professionnels. Oui. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, toute simple, c'est que on a limité la régénération des professionnels. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a fabriqué moins de psychiatres, on a formé moins de psychiatres qui n'en partaient à la retraite. Et ça c'est un premier effet démographique, je dirais, de démographie professionnelle tout à fait évident. Actuellement, il y a à peu près 7000 postes de psychiatrie publique en France. Et sur ces 7000 postes, il y en a 2000 qui sont vacants. Ah oui. C'est quand même, ça fait 30%, donc c'est assez inquiétant. Je peux aussi témoigner du secteur dans lequel je travaille. C'est un secteur du nord du département du Rhône, Villefranche, Tarare, Amplepuis, un large secteur. Disons que c'est un regroupement de secteurs en pôles qui couvre une assez grande aire géographique. Et nous sommes à peu près à moins 10 ou moins 15% de temps médical et à peu près autant de temps paramédical. Et même si on était complet, on pourrait déjà pas répondre à la mission qui est la nôtre. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un défaut de formation qui était, je pense, pensé politiquement d'une manière assez simpliste. C'est que si on tarit l'offre, on va tarir la demande. C'est bébête, mais nos politiques sont pas toujours très très bien inspirés. Ça a été démenti par les faits. Puis la deuxième chose, c'est que la concurrence du privé lucratif est devenue extrêmement vive. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé mes études, je pense que entre un praticien hospitalier d'exercice public et un praticien libéral en cabinet, la différence de revenus, était en faveur du libéral, mais il y avait une sorte d'équilibre. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait peut-être plus de revenus en libéral, mais des contraintes plus fortes en termes d'emploi du temps, en termes de responsabilité, de risque médico-légal aussi. Du côté du public, il y avait moins de revenus, mais plus d'avantages extra-financiers. Maintenant, c'est complètement déséquilibré et bien évidemment, les jeunes, il faut qu'ils soient des saints pour s'engager dans le service public avec des salaires qui en début de carrière, même s'ils ont été revalorisés il y a à peu près 1 an, restent des salaires très bas et beaucoup plus bas, tout à fait risibles par rapport à ce qu'ils peuvent gagner en libéral. Et donc vous avez parlé de ce défaut de formation en termes pas nécessairement de formation mais plus de pratique, d'outils thérapeutiques à disposition.
Est-ce que donc dans la psychiatrie artisanale que vous prenez, donc à l'inverse de la psychiatrie, on va dire monétaire, ou industrielle, industrielle, que vous venez de nous présenter, est-ce qu'il y a des outils thérapeutiques qui seraient différents ? Est-ce que c'est plus, ou alors c'est une posture du soignant, le fait, je ne sais pas, j'imagine, mais de prendre du temps ou d'aborder la question différemment ou d'avoir recours à d'autres formes de thérapie ? Alors, cette question mérite qu'on s'arrête un petit peu sur ce que je désigne comme psychiatrie industrielle. Tout à fait. Et qui est une tendance vraiment qui s'affirme de plus en plus depuis une dizaine d'années, me semble-t-il, qui consiste à disjoindre la fonction de diagnostic et la fonction de soin. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a 10 ans, ça allait de soi que un praticien qui recevait un patient, il faisait son hypothèse diagnostique. Il la faisait en général d'ailleurs sur des arguments essentiellement cliniques, mais parfois de la psychométrie, de l'imagerie cérébrale s'il y avait un doute sur une lésion cérébrale à expression psychiatrique. Et puis ensuite, il mettait en œuvre le traitement et il procédait par correction, par hypothèse, correction d'hypothèse. Et c'était c'est ce que j'appelle moi la psychiatrie artisanale. Actuellement, donc, se développent des centres experts de diagnostic qui reposent sur le principe d'une rencontre brève avec le patient, quelques heures, ça peut être une demi-journée, 2 demi-journées, parfois 3, une rencontre avec un psychiatre qui fait une évaluation clinique, une rencontre avec des neuropsychos qui font des évaluations psychométriques et qui tentent d'objectiver des symptômes ou des traits de personnalité ou des choses comme ça. Et puis ensuite, donc, le diagnostic est rendu. Éventuellement, on peut avoir un peu d'imagerie. Le diagnostic est rendu et avec une préconisation de soins. Cette pathologie demande une thérapie comme ci, une thérapie comme ça. Et ensuite, donc, un thérapeute intervient avec un guide qui est déjà fait. Il procède pas par essai-erreur. Il met en œuvre ce qui a été décidé par l'expert. Alors l'expert, il a souvent d'experts que le nom sur le terrain. Ça peut être un interne bien docile qui se contente de répéter de manière tout à fait en forme de perroquet la parole de son patron, qui veut qu'il y ait des schizophrènes partout, ou qu'il y ait des bipolaires partout, ou qu'il y en ait nulle part. Enfin bon, et il va souvent de bonne foi être expert comme moi je suis pape. Et donc le résultat, c'est une sorte de fétichisation de diagnostics, d'avis diagnostiques qui sont pas nécessairement pertinents. Mais qui vont déboucher donc sur des traitements qui n'oseront pas remettre en cause le diagnostic et qui peuvent pendant longtemps être des traitements erronés dont le patient ne tire pas de profit. Alors vraiment, je vous assure que je suis atterré parce que je redécouvre en revenant sur le secteur, parce que j'avais un peu arrêté cette pratique pendant quelques années. J'y reviens et je découvre des gens qui sur ce mode-là sont sous neuroleptiques alors qu'ils n'en ont pas besoin, ou sont sous régulateurs de l'humeur alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ce sont des médicaments qui sont extrêmement lourds d'effets secondaires. On devrait les prescrire avec la main qui tremble, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de généralisation de protocoles thérapeutiques qui sont vendus en package. Donc il faut le neuroleptique, il faut la curatelle, il faut le neuroleptique retard, le programme de soins sous contrainte ambulatoire. Bref, des espèces comme ça de réflexes thérapeutiques qui n'ont plus d'allure et qui vraiment sont très loin de l'idéal de personnalisation qui prévaut dans le discours officiel. Et pendant que je suis sur le discours officiel, je veux aussi souligner que les gens les politiques qui détruisent le secteur de manière, à mon avis, délibérée et vraiment très très habile, ne commencent jamais un discours sans dire le secteur reste le pivot de l'organisation de nos structures. C'est-à-dire ce qui n'a pas tellement de sens. Ça s'appelle un mensonge.
le secteur reste le pivot qui est dans le viseur de nos politiques. Alors, je le disais, il faut pas idéaliser. Ça a des défauts et des limites. Cette approche-là. La qualité, c'est l'égalitarisme théorique. L'égalitarisme, le fait que personne n'est laissé sur la touche. Le défaut, c'est que c'est les patients les plus lourds qui arrivent dans le secteur et qui souvent font fuir des patients plus légers, qui ont des troubles, qui peuvent se soigner en clinique ou en cabinet. Donc, bien évidemment, il y avait une sorte de tri spontané qui se faisait. Les pathologies les plus lourdes étaient soignées à l'hôpital et les pathologies plus légères en clinique. Bon, ma foi, tant qu'il y a eu un équilibre logique et respectueux de part et d'autre entre le public et le privé, ça marchait plutôt bien. Mais là maintenant, on a un privé qui est de plus en plus lucratif, avec des cliniques qui véritablement appliquent des prix d'hôtellerie peu accessibles, très rédhibitoire, plus de 100 euros par jour de la poche des patients, ça fait vite un trou dans le livret A. Et puis par ailleurs un secteur public qui est tellement à l'abandon, qui est tellement en difficulté qu'il y a des centres médico-psychologiques où on ne donne plus de rendez-vous, ou bien alors où on donne des rendez-vous à des délais tellement ridicules que c'en est indécent, quoi. Ça peut être 1 an et demi, 2 ans. Pour une pathologie qui en général a un caractère, je dirais, d'urgence subjective. Pour revenir sur ce que vous disiez sur votre appel à un soin plus personnalisé, ça me fait penser du coup à cette direction qui est donnée de manière générale aux politiques de santé publique pour demain, qui est de se diriger vers une santé dite 4P, donc préventive, participative, proactive et personnalisée. Et dans le cas de la psychiatrie, je me demandais quel était l'enjeu ou la difficulté de l'équilibre à trouver avec des patients psychiatriques sur les dimensions proactives, donc entre la responsabilisation du personne, donc de la personne dans la prise en charge de son soin, et le fait de laisser cette personne face à son diagnostic ou à son problème. Alors, le propos que je tiens à votre micro est un propos en rupture par rapport à un propos dominant. Ouais. Il y aura, enfin, un psychiatre, je dirais, universitaire et orthodoxe et bien élevé, vous direz comme un perroquet que vraiment c'est tout à fait ces 4P vers lesquels on va, et que la personnalisation, par exemple, a déjà commencé parce que on fait des tests génétiques qui permettent de savoir, de prédire la sensibilité aux médicaments, etc. Bon, c'est dans une grande partie du pipeau. Et c'est le 5e P, ça serait le pipeau, quoi. C'est du pipeau dans la mesure où, d'abord, beaucoup de prétendues découvertes génétiques qui permettent énormément de choses sur le plan diagnostique et sur le plan d'orientation thérapeutique sont à venir. On suppose qu'elles vont venir, mais enfin pour l'instant, elles sont pas vraiment là. On a tout au plus des génotypages qui permettent de savoir un petit peu, effectivement, en termes de métabolisation des médicaments, d'avoir des profils. Et on découvre, évidemment, parce que plus on en connaît et moins on y comprend, on découvre aussi qu'il y a un écart entre ce qu'on devrait attendre comme réponse aux médicaments et puis ce qu'on observe en vrai, parce que l'usage des médicaments il y a une partie qui échappe à la rationalité, qu'on appelle l'effet placebo ou l'effet nocebo. Et il y a des gens donc qui répondent très bien aux médicaments auxquels ils ne devraient pas répondre et l'inverse. Sinon, pour ce qui est du diagnostic, on est totalement dans les spéculations ou en tout cas dans l'acte de foi, hein, quand on dit qu'on va avoir des diagnostics génétiques. La question de la proactivité et du fait que le patient doit être effectivement actif et très engagé dans ses soins. Alors ça, sur le papier, c'est une belle avancée. On invite effectivement le patient à ne pas être dans une position d'objet d'un paternalisme médical. Très bien. Enfin, moi,
Je sais que j'essaye au maximum de m'interdire le paternalisme médical. Peut-être que j'y arrive pas toujours, mais c'est vraiment mon objectif. En revanche, je suis un peu troublé par ce que j'appellerais l'autonomisme, qui est une sorte de doctrine qui s'impose et qui se diffuse de plus en plus, où on laisse les patients, on leur donne les cartes. En gros, voilà, vous pouvez faire une thérapie cognitivo-comportementale, vous pouvez prendre tel type de médicaments, faire de la sophrologie, faire ceci, faire cela, puis après débrouillez-vous. Et alors, il y a un renversement qui est assez intéressant à souligner. Il y a une petite quarantaine d'années, quand j'ai commencé à faire de la psychiatrie, le principe général qui organisait les soins, mais de manière tout à fait implicite, bien évidemment, c'était jamais dit, mais c'était que le malade ou son entourage était peu ou prou responsable de ses troubles. C'est-à-dire que il avait trop bu, il avait fumé du shit, il n'avait pas respecté une hygiène de vie correcte, ou sa maman était néfaste, avait un mode de relation qui n'était pas le bon, etc. Et en revanche, l'institution de soins se mettait d'emblée, instinctivement presque, en demeure d'offrir la prestation de soins. Maintenant, on a un peu le contraire. C'est-à-dire que quand le patient arrive devant un psychiatre orthodoxe, le raisonnement, c'est que ce pauvre malheureux n'est pour rien dans son trouble. Il est victime d'une loterie génétique. Et il a pas les bons gènes. Alors, il a une fragilité dépressive, il a une psychose, un autisme, que sais-je. Et donc, on le déresponsabilise complètement. Ça a eu du bon pour certaines pathologies. Je pense en particulier à l'autisme, où ça a permis c'est vrai, ce raisonnement a permis de dédouaner les mamans d'une responsabilité absolument accablante dans les troubles de leur enfant. Mais après, en revanche, l'institution de soins, elle donne juste des indications, des clés, et puis c'est un peu débrouille-toi. Débrouille-toi, saisis ce que tu peux. Alors, y a des patients pour lesquels ça marche, des patients comme nous qui traversent une passe difficile, qui sont un peu anxieux, un peu déprimés. Ils ont les ressources internes pour faire ce travail. Mais avec les grands psychotiques, je crois que cette exigence d'autonomie et cette espèce de défaut de guidance qui est en train de se mettre en place subrepticement, c'est tout à fait à leur détriment. Parce que eux ne savent pas choisir, ne savent pas demander, ne savent pas très très bien se positionner dans un tel système. Et pour rebondir là-dessus, je voulais également vous demander, dans ce contexte-là de taylorisation de la psychiatrie, d'une protocolisation du soin, de proposer des packages de soins, est-ce qu'il y a encore une place et un rôle à jouer dans le soin psychiatrique sur tout ce qui va être de l'affect, de la relation, plus les aspects intangibles du soin? C'est ce qui nous manque le plus cruellement, c'est-à-dire que pour dire très simplement, ce qui nous manque, c'est du temps, déjà, pour commencer. Il faut se rendre compte que la plupart des gens qui sont soignés en ambulatoire sur le secteur ont à peu près un temps de soin de 1 demi-heure par trimestre. C'est peu. C'est très très peu. Alors vraiment, tout ce qui peut relever de la psychothérapie, justement, tout ce qui peut relever de l'interprétation, l'exploitation, la compréhension des phénomènes qui se rejouent dans la relation thérapeutique, ce que la psychanalyse appelle le transfert, et qui est un mécanisme obscur et compliqué, mais qui est en gros le fait que dans une relation thérapeutique se répètent des schèmes relationnels qui sont hérités de l'enfance et qui sont largement inconscients, et qu'on peut avec un peu de finesse et d'acuité d'esprit en déduire, des modalités relationnelles actuelles, quelque chose de l'organisation profonde de la personnalité du patient. En 1 demi-heure par trimestre, c'est tout à fait impossible. Et puis même, je dirais, sans aller sur le terrain très complexe de l'interprétation du transfert, mais même simplement la sollicitude, la prévenance, l'accompagnement, la guidance, le fait que beaucoup de patients ont besoin
ont besoin d'être un peu orientés, un peu étayés face à un choix. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être sollicité par des patients qui me demandent je suis face à telle situation professionnelle, qu'est-ce que je fais? Je suis face à telle situation domiciliaire, qu'est-ce que je fais? Comment j'organise le remaniement de ma vie après un divorce, après un licenciement? Bon, c'est des choses dans lesquelles, avec prudence et avec doigté, il m'est arrivé disons, de les amener, c'est lent, c'est patient, mais de les amener à trouver la réponse en eux. Encore une fois, ça demande vraiment beaucoup plus de temps. Voilà. Et donc, face à ce contexte que vous nous décrivez, est-ce que l'engouement n'est pas nécessairement le terme, mais la communication de plus en plus grande, la déstigmatisation qu'on peut avoir autour de la santé mentale aujourd'hui, vous semble un levier d'action possible pour améliorer l'état des lieux un peu pessimiste que vous nous dressez? Eh ben, j'attendrai des actes politiques. La première des choses, ça serait de recommencer à former des psychiatres en nombre suffisant. Par exemple, ça peut paraître un peu technique, mais je trouve que c'est vraiment très important. Il y avait, jusqu'en 1992, un diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique. Ce diplôme, il était inégalitaire parce que il était différent du diplôme d'État. Et donc, les infirmiers de secteur psychiatrique ne pouvaient travailler qu'en psychiatrie. Les infirmiers d'État pouvaient travailler partout, y compris en psychiatrie. Il y a eu une volonté d'harmonisation, ça peut tout à fait se comprendre, et donc il y a un diplôme unique. Les diplômes infirmiers connaissent des spécialisations. Il y a des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes, des infirmiers puériculteurs ou puéricultrices en pédiatrie. On n'a jamais réussi à obtenir qu'il y ait des infirmiers spécialisés en psychiatrie. C'est-à-dire que il y a, au niveau de la formation initiale des infirmiers, il y a eu une perte de qualité absolument colossale, et jamais ça n'a pu être corrigé par l'adjonction d'une 4e année, qui serait une année de spécialisation, qui évidemment se traduirait sur la fiche de paye par un supplément, puisqu'il y aurait une formation initiale plus longue. Voilà l'exemple d'une décision politique qui est une décision correctible, mais qui n'a jamais été corrigée depuis 1992. Ça commence à durer. Oui, ça commence à faire long. Très bien, merci beaucoup de votre témoignage donc de praticien depuis le terrain de la psychiatrie hospitalière. Pour nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir un peu plus, je rappelle votre ouvrage, donc un manifeste pour une psychiatrie artisanale. Quant à moi, je vous retrouve même lieu, même heure la semaine prochaine. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé.